Bon, bonjour, bienvenue. Je reprends un petit peu pour la captation. Oui, je disais que l'idée de ce talk, c'est de découvrir RxJava 2. Je n'en suis pas un spécialiste, je l'utilise de temps en temps et j'avais trouvé intéressant. J'ai trouvé peu de docs en fait, parce que quand j'ai essayé RxJava, peu de tutoriels, peu de choses, et je me suis dit ça pourrait être une idée intéressante pour faire découvrir tous ces principes de programmation réactive assez nouvelle et pas toujours évidente à comprendre par le commun des mortels, j'allais dire. On n'est pas tous des brutes en informatique, et à comprendre juste en lisant la Javadoc ce que ça fait. Donc voilà, il m'est venu l'idée de faire ce talk. Je l'ai fait au Brest Jug, parce que effectivement, je suis Brest Jug leader, et du coup je l'ai testé. Je me suis imposé en tant que speaker d'une soirée. C'est surtout qu'on n'en avait pas de speaker. Effectivement, ça va plutôt intéresser les gens. Donc je me suis dit, je vais le proposer au Jug Summer Camp qui ont accepté ce talk. Donc très bien, super. Merci à l'équipe. Alors qui je suis ? Je suis aussi, vous voyez, je porte les couleurs du Brest Camp. Je fais aussi partie de l'équipe d'organisation. On n'a pas encore la date, mais il y aura un Brest Camp. L'année prochaine, en fait, on le fait dans les locaux de l'université de Rennes et on est obligé d'attendre un petit peu la rentrée, que tout le monde soit là, etc. pour trouver une date. Donc c'est surtout ces locaux qui vont fixer la date, en fait, la disponibilité des locaux. Accessoirement, je suis aussi développeur dans une société qui s'appelle BA System. On va dire développeur et un peu plus, parce que je fais, on va dire, une refonte d'architecture, ce genre de choses. Enfin, bref, donc ça c'est des jouets en fait avec lesquels on interagit. Ce sont des robots en fait des robots autonomes qui vont transporter un certain nombre de charges. C'est la principale activité, mais on a aussi d'autres robots qui ont des robots comme celui-ci par exemple. C'est de la robotique pure et dure pour aller percer des trous. Si vous avez besoin d'un engin pour percer 3500 trous, voilà, il va vous faire 3500 trous, bien précis, comme il faut. Ensuite, il y a d'autres robots qu'on voit moins bien parce que c'est le blanc là sur blanc, ça, le rétro ne montre pas très bien, mais c'est un robot ici qui est dans le milieu médical, donc qui va se mettre autour d'une table d'opération qui tourne en fait, et vous avez des capteurs de part et d'autre qui vont permettre de créer une imagerie une image pour le chirurgien pour qu'il ait en fait une vision du champ périopératoire, on va dire, parce qu'en général, il a des toutes petites caméras qui font qu'il a une vision très limitée, et ça va lui permettre de voir est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le champ vasculaire. Alors, je prends la chose un peu médicale, mais donc, en gros, est-ce qu'il n'y a pas une veine qui a pété à 10 cm de là et qu'il faut faire attention. Bref, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que RxJava. RxJava, en fait, c'est une implémentation de ReactiveX. Je ne sais pas si vous avez... Alors, je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont utilisé RxJava ? Ça tombe bien. C'est une découverte. Vous êtes des experts RxJava ou vous avez déjà utilisé RxJava 1 ou 2 1 1 Ok. Donc, dans 2, ça a changé un petit peu. Donc voilà comment c'est décrit. Alors, j'ai oublié de préciser, mais ReactiveX, ça vient historiquement des labos de Microsoft qui avaient fait les Reactive Extensions. Alors, il y a eu ensuite une implémentation qui avait été initiée RxJava 1 par Netflix. Et ensuite, il y a eu RxJava 2 qui a été réimplémenté parce qu'il y a des choses, notamment la notion de back pressure, alors j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, qui a été introduite plus tard et que le design d'origine de RxJava 1 n'était pas vraiment fait pour. Du coup, ça a été une des nouveautés, notamment dans RxJava 2, pour gérer cette partie-là. Donc voilà. Donc c'est quoi RxJava ? C'est une API, vous voyez, c'est avec une API pour faire de la programmation asynchrone. Et puis, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Vous voyez qu'ils disent que c'est une combinaison des meilleures idées pour faire qui viennent des patterns d'observeurs, itérateurs et de la programmation fonctionnelle. Nous, on ne va pas parler du tout de théorie. On va être dans le code pur et dur. Uniquement. Donc, coding, coding, coding. C'est parti. Ici, vous allez avoir en fait un flux temporel. Vous voyez, donc ça part d'un côté pour arriver de l'autre. Il y a une flèche qui donne le sens. C'est pas trop difficile. Donc là, on va avoir typiquement
une combinaison de deux flux, donc via un attribut merge. On verra après les opérations, mais bon, il y a une opération de merge entre les deux flux. Et finalement, on va retrouver chaque item ici qui arrive donc à un moment temporel donné sur cette ligne. Et puis, comment est-ce que ça va être combiné? Donc typiquement, ici, c'est un merge. Donc en fait, on va retrouver la ligne ici en sortie, le résultat du merge. Et donc, on va voir que effectivement, le 20, il arrive pile en face, le 40 en face, le 60 en face, le 1, dès qu'il arrive, il est combiné, etc., etc. Donc là, ça permet, ce diagramme de Marble, d'avoir une idée de ce que fait l'opérateur. Après, il y a des opérateurs ultra simples. Si je prends juste, par exemple, celui-ci, le from, eh bien, ça va juste faire un délai ici. Et donc, ça va juste... ah oui, j'ai oublié de préciser, la barre, ça représente l'opération terminale. Donc, c'est le flux est terminé. Je pense que c'est tout. Après, le zip, vous voyez, ça va combiner, c'est un autre exemple, mais le zip, par exemple, ça va combiner le 1 et le A en même temps. Et ça attend, en fait, ça vous prend le premier élément, ça attend que le deuxième arrive, ça le combine et ça le sort. Donc, en fait, ça, c'est plutôt assez élégant. On commence à sentir un petit peu une petite puissance derrière cette librairie quand même, parce que attendre des flux divers et variés, il y a quand même pas mal de synchro, pas si simple que ça, alors que nous, du point de vue du code, on va faire zip. Il y a des questions? Ou ça vous paraît clair? Bon, alors on va passer au code. Ok, donc je vais passer avec un observable simple pour commencer. Mon bureau est un peu petit. En fait, dans un observable, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est comme un consommateur. Il y a quelque chose qui va produire de la donnée et un consommateur qui va consommer cette donnée produite. Donc, en fait, au niveau de la production de la donnée, on va avoir en général 3 éléments. Donc, la production d'une valeur classique, la production d'une erreur et la production de l'événement complete. Donc, ça se retrouve, si je prends... Ici, je vais créer manuellement, ce qu'on fait rarement, mais c'est pour... je vais définir quels sont les types de valeurs que je vais avoir. Et là, je vais décrire manuellement en fait ce que fait... Je vais décrire manuellement ce que fait la production de données. Donc je vais ici faire un onNext. Je vais mettre par exemple ma value 1. Je vais en reproduire une autre. Quand je vous disais que j'avais des gros doigts, j'aime pas ce clavier. Important un bon clavier pour un développeur. Et puis à la fin, je vais dire OK, je fais un complete. Donc là, j'envoie mon événement. Donc là, pour l'instant, si j'exécute ça, bah, pas grand-chose. Hein. Bah, c'est normal, il n'y a personne qui consomme la donnée. Donc je vais commencer à mettre maintenant une consommation de données. Donc là, je reprends mon objet observable et je vais lui mettre en fait un subscriber. Hop, voilà. Et puis pour l'instant, je vais faire un truc tout bête. Hein. Je vais l'envoyer vers println. En fait, vous voyez que je passe une lambda. Ça me perturbe cette... c'est trop gros. Je suis trop proche de l'écran. Ok, donc là, je l'envoie tout simplement vers un println. Donc si maintenant, je l'exécute... Wow. Ok, formidable. Là, on a les low words. Ok, donc, vous voyez qu'ici, en fait, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Ce qu'on peut se poser comme question, mais c'est... Au début, ça n'a rien fait. Je n'ai pas mis de consommateur. À quel moment ma donnée est produite? Bon, ok. Alors, je ne sais pas si vous posez cette question, j'essaye de me mettre à votre place. Si vous en posez, n'hésitez pas à lever la main. Donc, typiquement, là, je vais commencer à... Alors, autre chose, volontairement, je n'ai pas mis de lib, je n'ai pas mis de truc, je suis sur du truc très bas niveau pour rester sur les concepts. Hein. Ok, donc ici, je vais mettre, je vais start consuming. Hop. Ok. Start consuming, ça consomme après.
logique. Bon, maintenant, je vais mettre ici un, je ne sais pas ce qu'il a là, mais c'est pas grave, un start producing. Ah bah c'est bizarre. En fait, vous avez vu ici que mon start producing ne commence que lorsque mon subscriber a été mis en place. Donc ça veut dire que la donnée, elle est vraiment produite uniquement lorsque on va la consommer, j'allais dire. Si je la consomme une deuxième fois, c'est bien, il y en a qui suivent. Ok, donc là vous voyez que du coup j'ai un deuxième. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre ici. Mais j'ai un deuxième start producing. Ça veut dire que j'ai produit 2 fois ma donnée. Ok? Donc le principe de base, c'est qu'effectivement on va avoir ces éléments ici qui vont qui vont être produits à cet endroit-là. Donc si maintenant je m'amuse à mettre une erreur par exemple au milieu. On peut artificiellement créer une erreur en disant ici voilà, je crée une exception. Qu'est-ce que ça fait? Boum! Ah bah zut! Ah bah oui, puis vous voyez que en plus, qu'est-ce que ça me fait? Je fais que value 1, donc il ne va pas plus loin. Et j'ai une exception qui est écrite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ici, c'est une condition, enfin, c'est quelque chose qui arrive systématiquement avec un observable. Lorsque vous allez avoir une exception, votre flux s'arrête tout de suite. Vous n'allez pas avoir les valeurs qui vont suivre. Donc là, il n'y a eu que le value 1, il n'y a pas eu de value 2. Ensuite, on peut avoir un certain nombre d'informations disponibles, typiquement pour traiter des problèmes d'erreur. Donc si je fais un on-error, par exemple, hop, je peux faire, lorsqu'il y a une erreur, je vais retourner un item particulier. Donc là, c'est une chaîne de caractères. Donc, la valeur remplace l'erreur. Donc là, on voit bien que maintenant, j'ai ma nouvelle valeur. Sauf que mon flux est toujours arrêté. En fait, par défaut, le flux va toujours être arrêté. Si vous voulez éviter ce genre de choses, il va falloir que vous fassiez un try-catch. Ça veut dire quelque part que l'erreur n'a pas de sens d'être dans la production de données. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot, entre guillemets, en amont de gérer des cas d'erreur. Donc l'observable s'attend à avoir un flux qui est défini. Ou alors, il faut peut-être gérer des choses avec du maybe, avec des choses peut-être un peu plus fonctionnelles, mais j'en parlerai pas. Ok. Oui, alors, si, autre chose. C'est que maintenant, il y a pas mal d'éléments. On est capable de, pour éviter d'être embêté par des flux, des stack traces, on va avoir des choses, typiquement, on va pouvoir mettre des hooks, entre guillemets, enfin c'est pas comme ça que c'est appelé dans la doc, mais ça revient à ça, c'est qu'on va pouvoir exécuter du code lorsqu'il y a une donnée qui est produite, lorsqu'il y a une erreur qui apparaît, ou lorsque le flux est terminé. Souvent c'est plutôt lorsque le flux est terminé que c'est intéressant parce qu'on a envie d'enchaîner autre chose derrière. Donc si je fais un next ici, je vais mettre, hop, toc, c'est mieux, là j'ai la value en fait du next, donc hop, et la value. Donc vous voyez, là, à chaque fois qu'il y a une valeur qui est consommée, alors je vais virer le deuxième, là, toc. C'est trop petit ou vous arrivez à voir la console? Il conserve le jeu à chaque fois que je le relance? Bon, ok, il y a les pros du live coding devant moi, c'est bien.
Ils sont plus habitués que moi à faire des confs. Donc ensuite, on va pouvoir aussi, du coup, avoir le do on complete, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de cas où on a envie de savoir quand est-ce que telle ou telle opération s'est passée, de l'associer à une action diverse et variée. Du coup, pardon, je ne comprends pas la différence entre le subscribe et le do on next. Est-ce que du coup ça fait la même chose finalement? Non, en fait, c'est que... Alors, là, tu peux avoir en fait un flux complet. Le do on next, quelque part, tu vois, c'est une méthode qui te renvoie un observable. En fait, il n'en fait rien. Il est un peu passant. J'allais dire, on pourrait presque associer, pour du debug, ça peut être intéressant. Typiquement, c'est un peu le PIC, la méthode PIC du stream Java. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode PIC. C'est un petit peu la même chose, quoi. Ça ne fait rien de la donnée, ça continue ça continue. En fait, ça prend un observable et ça renvoie un observable. Et au milieu, ça fait une action dessus, sans vous la transformer, la valeur. Alors que le subscribe, le subscribe, il renvoie rien du tout. Hein. On peut pas inverser les lignes, quoi. Non, on va pas pouvoir mettre le do on next derrière le subscribe. Oui, j'ai oublié de le préciser, très bien. L'ordre dans lequel on va mettre nos opérateurs est importante, parce qu'en fait, c'est une API fluente, mais ça prend un observable pour en renvoyer un autre. Donc, typiquement pour le on-error ou ce genre de choses, si vous avez des choses, parce que là, j'ai pas encore parlé de ça, mais on est capable de, on est capable d'avoir plein d'opérateurs de transformation qui vont transformer la valeur d'une valeur en une autre, de recréer d'autres types du flat map, du map, tout ce qui est classique, j'allais dire, dans des flux qu'on retrouve dans du stream Java, par exemple. Donc ça veut dire que vous allez recréer d'autres observables derrière. Et donc si vous mettez un on-error, en fait, il va être sur le observable d'avant, mais pas sur l'observable ensuite, en fait. Donc c'est important, effectivement, l'ordre... Le next est pas mal utilisé pour tout ce qui est log aussi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est du debug, quoi. C'est... parce qu'on n'en fait rien de la valeur. Mais si on fait du log là, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au moment de la production de la donnée? Enfin, ça va dépendre de est-ce qu'on a la main ou pas sur la donnée qui est produite. J'ai oublié de le préciser aussi, mais c'est plutôt à la fin en général que je le dis, mais on a un certain nombre de librairies qui font des to observables, en fait. Donc l'intégration d'RxJava dans des librairies vont faire que votre production de données, en fait, elle est faite ailleurs, et vous allez recevoir un observable. Donc la manière de je l'ai fait là de create, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a des méthodes on next, on error et on complete. Donc je finis juste ma ligne de code. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. Ouais, ça garde pas. Il faut changer dans les settings de l'engine, changer la taille Ouais, mais là, il faut faire du live coding tous les jours pour faire ça. Ok, donc là, on voit bien que j'ai eu effectivement ici mon information on complete. Je passe à la suite parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais globalement, il y a dans la gestion d'erreurs, il y a beaucoup plus que le on-error item ou do on-error, ou j'en passe des meilleurs. Il y a un certain nombre de choses. J'ai récemment, je ne l'ai pas fini encore, j'en suis aux 3/4, on va dire à peu près. Il y a un livre qui est sorti juste avant l'été qui s'appelle Learning RxJava. Et c'est le seul livre, je pense, aujourd'hui qui existe sur RxJava 2. Il y en a beaucoup de littérature sur RxJava 1, mais pas sur le RxJava 2. J'ai mis les références dans les slides. Ok, donc on va changer là. On va passer maintenant sur... On a vu la création de flux manuellement là, mais en fait, RxJava offre un certain nombre de choses qui permettent de générer des flux directement. Ah, zut. Bon, allez, j'efface tout. Typiquement, Just, c'est le plus connu. C'est celui où vous avez vu à quoi ça ressemble. En fait, il y a un nombre de données assez conséquent que vous pouvez mettre de différents objets. Donc si je fais 1, ici, je vais mélanger avec des valeurs qui sont différentes. Là, 3, je vais faire un erase, list. Vous voyez, je lui passe même un erase. Vous voyez même qui n'est pas du tout avec les mêmes objets. Si, ça marche. Et donc ici, je peux faire même directement un subscribe, sans passer par une variable.
Et puis, je vais lui faire, tac, c'est... Ouais, on va prendre du cast automatique. Je triche. Ok. Comment ? Non, je sais que le ROI, il va les dénoter. Oui, mais c'est pas grave. C'est une valeur en tant que telle, alphanumérique. Mais volontairement, je fais un peu n'importe quoi pour vous montrer qu'il y a des castes et des choses qui se font. Ok, donc là, c'est un opérateur, le just, mais vous pouvez aussi en avoir d'autres. Typiquement, un qui vous permet d'avoir ici le range, qui vous permet de dire tiens, je vais prendre une valeur. Hop, alors, je commence à 1 et j'en veux 10 unités. Vous voyez, c'est bien, IntelliJ vous le dit, start count. Voilà. Donc si je commençais à 10, en fait, ou à 5, bah, ça ferait 5 à 14. Bing. Ok, donc ça c'est un élément. Ensuite, vous en avez plein. Des from array pour partir d'un... où vous passez un tableau, vous allez avoir un from iterable où vous pouvez lancer n'importe quelle collection et vous allez ressortir un observable, etc. etc. Là, on est très proche de ce qui peut se faire dans les streams Java également sur récupérer un flux de données où le point stream sur les collections, on va dire c'est pas l'équivalent, mais on retrouve un fonctionnement qui est un peu similaire. Pour aller plus loin, en fait, là, on a en gros là, la production de données. Ensuite, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Typiquement, tiens, hop, je vais prendre ici, je vais m'en... Oups là, qu'est-ce que j'ai fait Ok, donc là, je suis revenu ici. On va commencer à transformer notre flux. Donc, on va pouvoir filtrer, transformer, faire tout un tas de choses dessus. Là encore, on se retrouve dans des choses qu'on va retrouver... si vous avez fait un peu de stream en Java, vous n'allez pas être trop perdu. Typiquement, le filter, où vous dites, tiens, tout ce qui est, hop, c'est un peu gros, ça suffira, tout ce qui est, par exemple, supérieur à 5. Vous voyez, je ne retrouve plus à la sortie que mes valeurs 6 à 10. Vous allez pouvoir dire même, tiens, je ne conserve que, j'en veux que 2. Ben voilà, il prend les valeurs 6 et 7 et il envoie tout de suite le complete une fois qu'il a terminé le 2. Donc on va continuer à avoir un certain nombre d'opérateurs encore plus... Alors, ok, donc là j'ai deux valeurs, 5 et 2. Ensuite, je peux très bien lui dire... de faire un sorted également. 2, 5. Donc, vaut mieux mettre le sorted, vous l'aurez deviné, le plus bas possible. Ça ne sert à rien d'aller filtrer les éléments tout au début. Vous allez en filtrer beaucoup plus que ce que alors qu'ils vont être filtrés et droppés à la suite. Donc, voilà. Chose intéressante, là, donc vous voyez qu'il y a un tas d'opérateurs de ce genre-là. Je ne vais pas passer sur l'ensemble des opérateurs. Je crois qu'il y a plus de 180 opérateurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un bouquin qui vous les décrit par catégorie, tout ça. Il y a pas mal de bouquins pour ça, de toutes les catégories, ce genre de choses. Parce que il y en a pléthore et avant de toutes les connaître, voilà. Donc on va, excusez-moi, je regarde l'heure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire de la combinaison de flux. Et là, on va commencer à rentrer dans des notions super intéressantes. Typiquement, il y a un opérateur, si vous voulez cadencer, imaginons un flux de données toutes les secondes. Alors, essayez de réfléchir à comment vous pouvez faire ça en Java de base. Ça commence à se dire, ah oui, alors j'ai un flux qui arrive là, j'ai un tableau, mais bon, je vais faire un timer, enfin bref. Là, ici, je vais juste faire... on va pouvoir faire un observable, pardon. Point interval. En fait, il y a un opérateur interval qui va vous définir ici en fait un événement. Il va vous donner une valeur. Donc 1, 2, 3, 4, etc. À chaque fois, il fait un incrément. Donc c'est une valeur numérique. Et vous allez lui dire quelle est la cadence à laquelle vous voulez
que cette valeur, il vous l'envoie. Je ne l'ai pas sur mon anti-sèche ou je suis déjà parti trop tôt? C'est pas grave. Donc ici, je vais dire, tiens, je vais mettre un 1 et puis je vais mettre un time unit, ça tombe bien, toutes les secondes. OK. Donc là, je vais donc produire un événement. Si je fais ici un point subscribe, zut. Oui. Pourquoi il m'a dit que... Oh oui, ici. Normal. Je me suis fait juste une petite deux méthodes utilitaires, une qui est sleep pour éviter d'avoir le try catch qui va bien, et une autre qui fait un log, mais on verra plus tard parce qu'elle me rajoute dans le log le thread, parce que tout à l'heure on va voir les aspects multithreadés. Donc ici je vais juste dire tiens j'attends 5 secondes. Il imprime une valeur, parce qu'en fait c'était justement pour le montrer que je mettais ça, c'est que l'observal interval, il envoie une valeur numérique à intervalles réguliers. Il commence à 1 à 0, et ensuite si je mets time unit à millisecondes, ben là il va bombarder quoi. Il y en a qui sont joueurs. Donc voilà, donc là il bombarde pendant les 5 secondes, et en fait, vous voyez bien que là, on commence à regarder, à voir le côté multithreadé qui apparaît. C'est que là, il fait un délai de 5 secondes, mais je suis obligé de mettre un thread.sleep parce qu'on voit bien que là, il a lancé cet observable sur un autre thread. D'ailleurs, je le fais en live, je n'ai pas regardé avant, mais c'est pas grave. On va faire un... Zut, c'est normal. Voilà, on va passer non pas par le system.out.println, mais par ma petite classe utilitaire à 2 francs 6 sous, là, qui va juste rajouter le nom du thread. Vous voyez, j'ai un RX Computation Thread Pool -1. Donc là, on se dit, tiens, il est déjà dans un pool de thread à lui. Donc là, on commence à titiller un petit peu ces aspects où on change de thread. Donc là, je disais, on va maintenant cadencer, en fait, se servir de cet observable pour cadencer le flux, un autre flux de données qu'on va avoir. Et en fait, en mixant les deux, on va pouvoir du coup dire, tiens, quand vous vous souvenez du diagramme de Marble que je vous montrais, là, il y a les événements temporels, ben, en fait, on va les associer. Et c'est ce interval qui va me permettre d'associer la production de la donnée à la fin, toutes les secondes. Donc pour ça, je vais utiliser le zip qu'il y avait tout à l'heure. Donc je vais... Oui, je crois que... Donc ici, je vais refaire un just ici, où je vais me faire ma liste de courses, j'allais dire. Alors, je vais peut-être pas appeler ça 2, je vais appeler ça A pour être différent, pour changer des valeurs de l'intervalle. B, zut. J'ai des gros doigts. C'est quand je disais que j'aimais pas ce clavier. D, etc. Comment ? Oui. Bon, après, ça ira plus vite, mais ça ne changera rien sur le résultat. OK, donc là, je vais pouvoir avoir mon... alors, c'est juste que là, je ne sais rien en faire. Hein, il va peut-être falloir que je le mette dans une variable. Histoire de... Hop, décidément. Et puis, histoire d'être un peu plus... Hop, voilà. Donc ici, je vais faire un zip. Oui, il faut que je dise après ce que je fais. OK, donc en fait, le zip, il va vous permettre d'avoir les deux entrées.
Alors le A long, parce qu'il a repéré que c'était un long ce qui sortait d'ici, et le S, c'est la string ici. Donc ici, je vais pouvoir faire tout simplement, par exemple, un S. Et on peut associer les deux données. Tu aurais pu le faire dans l'autre sens, du coup, aussi. C'est-à-dire créer le interval. Ouais. Et oui. En fait, il n'y a pas de différence. Dans ce cas-là, on est dans un merge de données qui fait que le zip, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est normal. OK. Donc là, finalement, 2 lignes de code, entre guillemets, enfin un peu plus, mais on a cadencé un flux de données. Donc c'est plutôt assez intéressant et assez facile à utiliser de ce point de vue. Du coup, il n'y a jamais de complete sur l'intervalle? Non. Mais par contre, sur l'association des flux, tu auras un complete. Sur l'association des deux streams, tu auras un complete, parce qu'en fait, c'est le premier complete qui arrive dans les deux flux qui va le faire. Tu vois, ça s'est arrêté. Oui. Comment? C'est la question. Ouais, OK. Pour le voir, en fait, je peux faire ici un do on complete. Hop. C'est une lambda. Comment? Oui. Oula. Tac. Oui. Faut que j'arrête. Mais par contre, non. Il n'y a pas de valeur. Je peux pas. Ça va pas passer dedans. Ouais. Ou system.out, peu importe. Mais voilà. On va y arriver. Décidément. J'ai pas bu de café ce matin, c'est pour ça. Ok, donc là, le complete est arrivé. Donc en fait, on est vraiment avec une association comment dire, un merge. C'est pas un merge en l'occurrence, puisque c'est le comportement du zip. C'est vraiment de se dire, j'attends que les deux arrivent en même temps. Il y a plein d'opérateurs comme ça. Il y en a un qui est très utile aussi quand on commence à faire de la... imaginez que vous ayez des services HTTP dans un cluster quelque part, mais vous savez qu'il y en a de temps en temps un qui ne répond pas bien ou je ne sais pas quoi. Et ben, en fait, vous pouvez en mettre. Il y a un opérateur AMB, en fait, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous pouvez lui mettre plusieurs actions. Donc, en fait, c'est comme si vous faisiez 4 fois une requête HTTP et dès la première arrivée, c'est celle qui sort de l'observable. Et du coup, ça vous permet de commencer à gérer des choses de manière assez aisée, alors que là, vous êtes sur de l'orchestration quasiment d'appels externes, quoi. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais c'est pour commencer à vous montrer un petit peu que derrière ces opérateurs, il peut y avoir des choses super puissantes. Je passe les flat maps, etc. J'ai l'impression que l'heure avance. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer maintenant sur un autre aspect important, c'est le threading. C'est la première chose à voir, d'ailleurs, le côté threading, parce que ça introduit après la notion de back pressure. En fait, vous avez vu le diagramme de Marble avec les lignes. On va pouvoir, pour chaque ligne, quasiment définir dans quel thread on va exécuter les opérations. Donc la production de données et les opérations de map et autres qui peuvent arriver. Et vous pouvez dissocier les threads qui vont être utilisés pour chaque exécution. Il y a une notion de schedulers dans RX Java qui va vous permettre, donc, via ces schedulers, de choisir dans quel environnement c'est utilisé. Donc il doit y avoir un scheduler single qui fait que c'est un thread et c'est toujours le même. Moi, c'est très pratique, ça m'a servi une fois parce que je voulais absolument pas qu'il y ait de concurrence d'accès à un endroit. Et ben, en fait, il bufferise avant et le single vous force à toujours avoir un accès, vu que c'est le même thread d'exécution. Si vous avez plusieurs flux de données qui arrivent, il n'y aura rien de parallélisé.
Il y a le I/O, il y a le compute qui par défaut va être un pool en fait qui est taillé pour le nombre de corps que vous allez avoir sur votre CPU. Et le I/O, bon, comme son nom l'indique, hein, c'est un pool de threads plutôt pour tout ce qui va être accès disque, accès dans une base de données ou tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui donne des I/O. Ok, donc voyons voir maintenant comment ça marche. Je ne sais pas si mes explications étaient assez claires ou pas. Le compute, du coup, il calcule lui-même le nombre de processeurs qu'il y a sur la machine ou tu lui donnes? Non, il calcule tout seul. Alors après, on peut aussi faire ses propres schedulers. Ils fournissent des outils. Typiquement, on peut lui passer un exécuteur pour qu'il aille générer un scheduler avec et donc on gère notre propre pool. On peut aussi paramétrer, alors je ne rentre pas dans les détails, mais le pool de thread, il y a des options pour dire non, je veux les fixer moi-même et c'est au lancement que ça se fait. Enfin, exactement. Ok, donc, je vais me faire un peu plus de place. On a commencé déjà à voir qu'on était sur un thread différent lorsqu'on était sur du interval. Et je vais commencer là-dessus. Ce que je vais faire aussi, c'est pour vous montrer, je vais repartir sur mon observable create du début. Excusez-moi, c'est que je suis un peu en live en train de... j'ai ma trame, mais j'essaye d'adapter par rapport au discours, aux questions que vous avez fait. Donc je suis un peu lent dans la réflexion. Donc ici, je vais repartir ici pour utiliser mon utils.log. Hop, mon utils.log, et ici, je vais dire, tiens, producing data. Donc là, ça va nous permettre de voir dans quel thread on s'exécute. Donc là, je vais faire e.onNext. Hop, e.onNext. Zut. Allez, hop, et puis ça suffira. CTRL D, je ne connaissais pas ça. Ouais. Puis ça m'arrive de temps en temps de faire du VI et le D c'est encore autre chose. Ok. Donc ici, on va commencer à faire un flux. Hop. Je vais garder mon slip parce que comme on va être sur des threads différents. Alors j'ai oublié de le préciser aussi, j'essaye de rester sérieux, c'est tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais quand on fait un just ou quoi que ce soit, par défaut, les observables sont sur le main principal. C'est juste qu'on va lui demander qu'il va commencer. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai fait un subscribe et je n'ai pas eu besoin de mettre un slip à la fin pour que ça s'imprime. Je vais avoir du mal à... Donc du coup, là, on va commencer à utiliser d'autres opérateurs pour changer ces... Oui. Juste une question. Est-ce qu'on peut mettre deux consommateurs sur le même producteur? Alors ça, c'est une autre notion. J'allais juste évoquer à la fin. Mais alors, je vais répondre tout de suite, comme ça, je n'aurai pas besoin de la faire après, je n'oublierai pas. En fait, dans RX Java, il y a deux typologies d'observables, ce qu'on appelle les hot et les cold. Alors, vous entendrez probablement parler de ces notions-là, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'un cold, c'est une donnée qui est déjà produite, entre guillemets, c'est ce qu'on a fait, c'est fixe. Donc à chaque fois, ça va produire des données. Alors que le hot, on est plus sur une notion de il y a un seul producer, et tous ceux qui vont faire un subscribe, en fait, ça va être la même donnée qui va être produite. Donc au moment où on fera le subscribe, sur un flux de données qui arrive typiquement sur Android, des clics sur ce genre de choses, le clic, on ne va pas le reproduire, c'est l'utilisateur qui le produit. Donc sur du hot, en fait, c'est juste que le clic, en fait, il va être propagé sur plusieurs consommateurs. Donc c'est voilà, hot, cold, c'est beaucoup cette notion-là, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est assez avancé, et du coup, là, j'ai pas forcément mis ça dans le... Donc j'espère avoir répondu à la question. Il y a un chapitre complet quasiment dans le bouquin dont je vous parlais, Learning RX Java, sur le hot et le cold.
Le gars qui a écrit le bouquin, je ne me souviens plus de son nom, je l'ai écrit dans les slides, là, et en fait, il a fait des librairies, notamment RX Java FX, et il y a eu aussi une librairie d'intégration dans Android qui s'appelle RX Android, qui permet de faire tout ce genre de choses facilement, justement. L'intégration, les transformations des événements clients en un observable. Vertix vient de sortir aussi dans sa version bêta 1, la 3.5.0 bêta 1, l'intégration RX Java 2. Donc il y a des facilités dans Vertex, par exemple, pour... vous avez filesystem.read, puis en fait, chaque ligne de fichier, ça vous envoie un événement. Donc vous transformez une requête HTTP aussi en un observable, etc. etc. Donc c'est très, très pratique. Julien, il n'est peut-être pas là, mais Julien Pont, je fais un talk aujourd'hui là sur... alors je crois que c'est RX Java 1 qui va utiliser, mais parce qu'il est sur pas la version bêta, son talk, mais... voilà, la notion d'intégration en fait, de RX Java dans Vertex, il va en parler. Ok, revenons à nos moutons. Donc, il y a une notion de... là, je vais faire un stream.subscribe pour commencer. Et là, je vais... Oups. J'ai oublié tout début... Je n'ai fait... zut, hein. Je vous ai mis les... ça répond à ta question aussi mais pourquoi le do on error ou je ne sais pas quoi. En fait, dans le subscribe, on peut lui passer une lambda, la seule en fait que j'ai passée pour l'instant, qui est la lambda de consommation de la donnée, mais on peut lui passer aussi une lambda pour traiter l'erreur et une lambda pour traiter le complete. Donc en fait, il y a la consommation de l'erreur, consommation de la donnée ou consommation de l'événement complete qui se fait dans le subscribe. Désolé, j'ai oublié. Ok, donc. Non, pas besoin, je vais juste faire un utile. Oui, tiens, comme ça. Ah. Ok, et du coup, je vais le faire ici. Hein, typiquement, je pourrais faire un. Par exemple. De même que ici, je pourrais passer une dernière lambda pour dire, je vais passer à la ligne. Voilà. Donc là, typiquement, on peut tout consommer. Donc ça devrait marcher. OK. Il y a deux opérateurs, en fait, qui vont nous permettre de changer les threads. Le thread pour le subscriber, donc on va avoir un observable. Vous avez vu que là je suis sur le thread main, et ici je peux faire un subscribe on, sur lequel je vais lui passer un scheduler. Donc il y a des méthodes utilitaires qui nous permettent de le faire, donc c'est là qu'on voit ce que je vous disais, new thread, single, etc. Donc là je vais lui passer... Comment ? Ouais, c'est un truc que j'ai jamais utilisé, j'ai pas été voir la doc, mais c'est pas utilisé souvent. Je pense pas, je l'ai jamais vu. Mais par contre, c'est un type... donc là, on voit bien effectivement que je ne suis plus dans la consommation sur le thread principal. Typiquement, si je retire mon slip, vous voyez, il n'y a plus rien. J'arrête. Je remets mon slip. Ouais, on va pas retirer là, dans la vidéo, juste là. Ok, ça pourrait être un bon podcast aussi. Donc, si tu utilises compute à la base de single, on va avoir plusieurs. Si tu as plusieurs records, là, on va voir qu'il va faire des next sur différents. En fait, il va prendre, je pense, le même pour le subscribe. Mais c'est pas vraiment adapté de toute façon pour la consommation du subscribe. C'est plutôt sur des observables en fait au niveau de la production de données où là c'est intéressant de varier parce que je pense qu'il va pas changer de thread dans le subscribe, il va toujours consommer sur le même thread. Et si je prends le single, vous allez voir que c'est pareil. Il y a un nom qui est le RX Single Scheduler. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer à faire un observe on. Vous avez vu que là, le producing data, ok.
Et là, allez, je vais prendre un new thread. Hein. Je ne l'avais pas utilisé celui-là. Vous avez vu qu'ici, j'ai changé de thread. Donc mon producing data, finalement, il s'est fait sur le single thread, mais la consommation, donc c'est faite sur le new thread. Et en fait, on va pouvoir même, au cours de l'ensemble de vos informations, vous allez pouvoir mettre des opérations map, faire un observe on, ou refaire une autre opération map et un autre observe on, et en fait, le map va se faire à chaque fois sur un thread différent. Alors, il faut faire attention, l'ordre dans lequel vous le mettez, c'est aussi important dans les opérateurs. Donc, je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais ça veut dire que c'est quand même, finalement, pour faire du scheduling, super facile, il n'y a pas grand-chose à faire. Un petit peu moins verbeux que les exécuteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un petit peu. Donc voilà. Il est 10h58, il faut que je passe vite sur la notion de... Du coup, j'ai passé sur mon code de backup, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Là, en fait, l'idée, c'est que les schedulers, vous avez vu que vous allez pouvoir mettre des productions, pouvoir finalement complètement désynchroniser vos productions de données et les transformations à différents endroits. Mais là, vous allez pouvoir, du coup, parce que c'est désynchronisé, se dire, mais comment ça se gère là? J'ai des buffers, j'ai des trucs, là, parce que j'ai des données qui vont être produites plus vite à un endroit qu'un autre, qui vont être consommées à un autre. Et on va commencer à rentrer dans des problématiques pas forcément simples, notamment quand il y a des très gros écarts de vitesse de production de données par rapport à la consommation. Donc là, il y a la notion de back pressure qui va être utilisée pour ça. Et là, c'est une différence majeure par rapport à RX Java 1, c'est que RX Java 1, il y a des observables et des observables. Enfin, je caricature, mais là, maintenant, en fait, dans RX Java 2, il y a des flowables, en fait, qui sont des observables, mais destinés à gérer la back pressure. Dans l'observable actuel, dans RX Java 2, on ne gère pas la notion de back pressure, elle est gérée avec les flowables. Alors, la notion de back pressure, c'est plutôt que là, on va avoir des threads qui vont être différents, c'est qu'on va plutôt, là on est sur du push, toute la donnée va être pushée tout le temps, et puis derrière, il faut que ça suive, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Le back pressure, on va être avec quelque chose qui va tirer les données au fur et à mesure qu'il les consomme. Donc ça veut dire qu'on va être avec un mécanisme c'est moi qui décide quand je produis, combien de données je suis capable de produire, et je vais faire un pool de ces données. Donc par défaut, en fait, le flowable, c'est pareil, c'est paramétrable. Il va envoyer au début 128 données, ensuite 96 à chaque fois que c'est appelé. Ça veut dire que la manière, le create, là, que je ne vais pas le faire parce que voilà, il n'y a pas le temps, mais le create, du coup, il y a cette notion-là aussi qu'il faut mettre en place sur comment on gère ce pool. Une notion aussi que je n'ai pas forcément évoquée, c'est qu'à tout moment, il y a la notion de disposable dans RX Java 2. À tout moment, vous pouvez dire « j'arrête d'écouter le flux ». Donc il y a un objet disposable, vous faites dispose, et tout de suite, ça coupe la production de données. Oui, donc je reviens sur mon back pressure. Typiquement ici, vous voyez que j'ai fait des choses un peu plus évoluées. Je pourrais vous montrer le code après, si vous voulez. Le back pressure... oui, pardon. Donc, je suis en train de dépasser. En même temps, ça fait que 50 minutes et pas 1 heure, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a personne derrière qui pousse. Donc, typiquement ici, je suis avec un flowable. Comment ? Exactement. C'est pas grave, je retirerai mon slip. Donc il y a un flowable interval qui va lui toutes les millisecondes envoyer un certain nombre de choses. Donc là, si je fais rien, en fait, je vais avoir une problématique ça va péter une exception de back pressure stratégie missing ou un truc du genre. Donc en fait, je lui ai mis un opérateur on back pressure pour lui dire que je vais le bufferiser. Et là, je vais même aller lui définir, tiens, je veux le bufferiser par paquet de 10. En fait, mon on back pressure buffer, en fait, il me fait un flowable où là, je suis en train de lui dire comment il doit gérer la back pressure. Donc là, typiquement, une action qui va se passer quand la back pressure intervient. Et là, je vais lui dire comment le gérer. Et là, je lui dis, tu drops.
Bah, après, à un moment donné, il faut prendre une décision. Hein. Soit je drop, soit on fait tout planter quand on a trop de flux, ou soit on le bufferise sur un certain niveau. Enfin, voilà. Donc là, je suis en train de décider ce que je fais quand il y a, pour éviter de planter mon système derrière, quoi. C'est quoi les autres stratégies possibles? Alors, il y a du drop, il y a le buffer, il y a du... Alors ça, c'est là, c'est le back pressure overflow. Mais après, les stratégies de back pressure, il doit y avoir du drop, de la bufferisation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus. Il faudra que je le retrouve dans la Javadoc. On doit l'avoir. On verra tout à l'heure peut-être. Donc ici, ensuite, j'ai défini un scheduler sur lequel observer. Ici, je fais un slip volontairement dans le map. Et je vais faire un subscribe ici. Donc là, si je lance ça, boum, vous voyez que finalement, j'ai beaucoup d'overflow parce que j'ai pris millisecondes. Alors peut-être que si je mets 10 millisecondes, je vais peut-être en avoir un peu moins. Voilà, vous avez vu qu'au début, le buffer n'était pas rempli complètement. Donc là, on a commencé tranquillement à les faire. Et dès qu'on a dépassé les limites, eh bien... Vous voyez que d'ailleurs que j'ai 7, 9, 10, 11, 12, etc. C'est le paquet de 128 dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'il a tiré 128 valeurs d'un coup. Donc c'est pour ça que là, j'ai eu l'overflow, mais lui, ça fait déjà longtemps qu'il a dépassé 128 quand on voit tous les overflows. Et donc, en fait, il va faire les 128 valeurs. Et puis après, je vais probablement en louper un certain nombre parce qu'ils auront été droppés pour être à 300 ou 400. Enfin, voilà. Donc après, il y a une décision de prendre effectivement à ce niveau-là. Je comprends pas du coup le coup du drop, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça s'appliquait au producteur de la donnée, le back pressure. Ensuite. Là, en l'occurrence, c'est juste qu'il stocke la production. Non, ça a été trompé. C'est juste que mon on-board pressure, c'est un observable en fait qui a consommé la donnée dessus, qui a été produite. Mais c'est lui qui décide de les dropper et de ne pas les remettre derrière et de ne pas les renvoyer à la suite. L'implémentation du intervalle ne peut pas lui-même être back pressurisé entre guillemets parce que c'est un cadencement particulier. Donc c'est juste que là j'illustre la manière dont la back pressure je l'ai associée, je l'ai configurée sur mon flux. Donc je repasse juste sur mes slides. Juste voilà le bouquin en question, c'est Thomas Neild qui a fait un bouquin Learning RX Java. Je vous le conseille si vous voulez aller plus loin sur RX Java 2. Pour le moment, c'est le seul bouquin que je connaisse. Et quand il est sorti au mois de juin, c'était le premier à sortir en RX Java 2. J'en ai pas vu sortir depuis. Alors je dis pas que je vois tous les bouquins sortir, mais bon, voilà. Bon, bah merci.